Le seul moyen de survivre à la sortie du virage, c'est de s'adapter. Les restaurateurs qui ouvrent aujourd'hui et demain doivent absolument s'adapter à ce nouveau modèle économique. Des grands groupes de restauration qui ont été cités, ou même des enseignes de fast-food un peu costauds, commencent à serrer la vis d'un tour supplémentaire. Le restaurateur indépendant, il tombe. On ne peut pas se permettre de s'endormir à la vitesse à laquelle évolue le consommateur et à laquelle évolue le modèle économique. Il ne faut pas penser qu'un établissement qui fait du chiffre d'affaires est un établissement rentable, c'est pas vrai. T'habitues ton consommateur à avoir un excellent rapport qualité-quantité-prix, très bien, mais le jour où tu vas remonter, il va pas suivre. On ne voit quasiment plus que des chaînes de restaurants. Il n'y a plus d'indépendants. La théorie de l'emplacement, moi je la remets en cause de plus en plus. Il faut manœuvrer sur la rentabilité et non pas sur le chiffre d'affaires. Il vaut mieux des fois faire moins de chiffre d'affaires rentable que beaucoup de chiffre d'affaires avec du personnel dont on a besoin, qui a un gros turnover, et on ne s'en sort pas en rentabilité. Alors, bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la restauration. Alors, j'ai deux invités de taille. Bernard Boutboul, que vous connaissez déjà. Merci Bernard d'être là. Ça Bonjour fait plaisir. Farid. Et Nabil. Alors, Nabil que vous connaissez moins, mais justement, je vais le laisser se présenter. Salut Nabil. Bonjour Farid, bonjour Bernard. Moi, je suis restaurateur depuis un certain nombre d'années maintenant, multifranchisé en restauration dans un certain nombre de groupes, en cafétéria, fast-food et restauration à table, et consultant pour des groupes de restauration, notamment dans la restructuration de la tête de réseau, avec certaines participations dans des groupes un peu plus petits. D'accord. Voilà. Très bien. Eh ben, super. Donc, en tout cas, je pense que ça va être très intéressant de partager avec vous. Donc, parce que vous en doutez, donc, on va parler de restauration. Les gens s'intéressent plus que jamais à la restauration, car tout le monde est concerné, que ce soit aussi bien restaurateur que consommateur. Bien sûr, aujourd'hui, donc, on traverse une période assez compliquée avec une inflation, que ce soit aussi bien au niveau de l'énergie que des matières premières, des salaires. Et les clients sont de plus en plus exigeants, que ce soit aussi bien au niveau de la qualité que des prix. Et du coup, donc, j'aimerais bien aussi échanger avec vous à ce niveau-là. Mais avant de parler de tout ça, je vais aussi revenir sur le livre que Bernard a sorti, donc La boîte à outils. Alors, est-ce que tu peux nous en parler, Bernard ? Oui, La boîte à outils, c'est un bouquin qui est issu d'une idée d'un éditeur qui s'appelle Duno, un éditeur économique, qui pendant le confinement a vérifié qu'il y avait un Français sur deux qui rêvait de quitter son entreprise et de monter son restaurant. Et Duno me dit, il faut vraiment que tu leur mettes tout dans un bouquin pour qu'ils ouvrent correctement et de manière pérenne leur restaurant. Donc on a vraiment tout mis, de l'étude de marché jusqu'à l'emplacement, comment monter une carte, comment communiquer, enfin bref, toutes les disciplines comment recruter aujourd'hui avec les problèmes de pénurie de personnel, etc. Donc on a tout mis dans ce livre. Ok, bah super. En tout cas, ça a l'air d'être très intéressant. Je vais le garder si ça ne te dérange pas. Avec plaisir. Eh ben, magnifique. Du coup, alors voilà, j'aimerais bien avoir votre regard sur la restauration donc, actuellement, avec la crise qu'on traverse. Je ne sais pas qui est-ce qui aimerait intervenir là-dessus. Je vais commencer, si vous voulez bien. Euh, Concernant la crise, moi je reste quand même persuadé d'un sujet, c'est qu'effectivement il y a une crise, hein, ça, on l'entend, mais on remarque assez clairement que les bases de restaurateurs ressortent le plus souvent à ce moment-là. C'est-à-dire que quand on a vraiment une assise, un socle de restaurateurs et de la bonne méthodologie, le livre peut servir notamment, ça a un intérêt dans les périodes difficiles. Il y a quand même un écrémage non négligeable qui se fait. On voit bien qu'il y a énormément de restaurants qui ferment, mais c'est peut-être des restaurants qui étaient déjà en difficulté avant cette période-là, souci de trésorerie, souci de gestion ou autre. Et il y a un modèle surtout différent qui émerge, la restauration rapide depuis un certain nombre d'années, monte en flèche, et on voit très clairement que la restauration servie à table, et traditionnelle, chaînée ou non, a un léger déclin. Mais ça s'entend par la vie du citoyen aujourd'hui. Donc, il n'y a pas réellement de déclin. Je pense qu'il faudrait faire un juste calcul entre le nombre d'établissements ouverts, le nombre d'établissements fermés et le chiffre d'affaires réel réalisé par les deux pour se dire qu'il y a une vraie crise. Et je ne suis pas sûr. C'est surtout la concurrence qui est accrue avec le nombre d'enseignes en restauration rapide qui ont explosé ces 10 dernières années. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de restaurants. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Bernard. Ouais, je vais essayer de décrire la situation d'un autre angle, qui est que je pense qu'on vit depuis quelques années un virage générationnel colossal
entre les nouvelles générations de restaurateurs et les nouvelles générations de consommateurs. Et dans ce virage-là, le seul moyen de survivre à la sortie du virage, c'est de s'adapter. S'adapter comment? S'adapter évidemment à la nouvelle demande. La Gen Z élargie ne consomme pas du tout comme leurs parents. Les restaurateurs nouvelle génération ne gèrent pas des restaurants comme leurs pères et comme les enseignes historiques. Bref, et comme le disait Nabil très justement, nous sommes en train de vivre depuis 2023 et 2024 un niveau de défaillance historique. Mais ce sont les acteurs de la restauration qui ne se sont pas réalignés en post-Covid, qui se plaignent de la pénurie de personnel alors qu'il faut la contourner et trouver des solutions, qui ne savent pas répercuter l'inflation sur leur carte ou qui abusent sur la répercussion de leur carte. Bref, j'ai l'impression qu'on a affaire à une génération de restaurateurs qui n'est pas bagagée, qui ne connaît pas les disciplines majeures d'une entreprise. Je parle d'une entreprise, que sont la gestion, le marketing, la communication et la finance. Les acteurs que tout le monde connaît, qui sortent d'HEC depuis 8-9 ans, qui ont monté des restaurants, me disent où est le problème? Il n'y a pas de problème, c'est que eux, ils ont été formés à la gestion, au marketing, à la communication, à la finance, alors que 90% de ce secteur, ce sont des autodidactes. J'ai rien contre les autodidactes, j'en suis un. Un autodidacte n'a pas été formé à ces disciplines indispensables à cette profession. Tout à fait, je suis d'accord. Et du coup, alors pour des personnes qui souhaitent aujourd'hui ouvrir un restaurant, est-ce que vous leur conseillerez de le faire ou pas? Et s'ils le font, en tout cas, de suivre la même méthodologie que ces restaurateurs, ou peut-être de revoir les choses différemment, de partir peut-être sur une autre méthode. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors de manière générale, les créateurs qui viennent nous voir, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent nous voir, que ce soit des pharmaciens, des médecins, des libraires ou des mères au foyer qui ont envie de se lancer dans la restauration, on leur dit oui, allez-y, parce que le marché est très porteur. Contrairement à ce qu'on peut imaginer. Malgré tout. Mais oui, parce que le taux de retour à domicile le midi en semaine chez nous s'effondre partout parce qu'on a de moins en moins de temps pour rentrer. J'ai plus rien dans mon frigo. Je veux que la pause déjeuner se raccourcisse. Donc le midi est explosif. Le soir et le week-end, les Français savent de moins en moins cuisiner ou n'ont plus envie de cuisiner. Donc on va sortir de plus en plus à l'extérieur. On est sur un marché extrêmement porteur. Mais les restaurateurs qui ouvrent aujourd'hui et demain doivent absolument s'adapter à ce nouveau modèle économique, à cette nouvelle façon de faire de la restauration, à des profils nouveaux en salle et en cuisine, à des organisations de salles. Enfin, il faut tout remettre à plat. Il faut vraiment tout remettre à plat. C'est le seul moyen de s'en sortir de cette crise. Moi, j'appelle pas ça une crise, de cette tempête, on va dire. Petite tempête qui va donc à un moment donné passer du coup. Oui, parce que on dit chez Girac qu'il y a deux possibilités. Soit les défaillances continuent très fortement, et c'est une très bonne nouvelle parce que ceux qui vont rester, et ça s'appelle un nettoyage du marché, je crois que Nabil en a un peu parlé, ceux qui vont rester vont avoir leur chiffre d'affaires moyen qui va monter. Soit les défaillances ne sont que, si je peux m'exprimer ainsi, un incident, et dans ce cas-là, on va continuer à ouvrir et on va être beaucoup trop autour de ce gâteau et on va repartir dans des défaillances. Je pense que c'est le premier scénario qui pointe à l'horizon, c'est que les défaillances, malheureusement, vont continuer. Et j'en ai discuté avec des pouvoirs publics que je ne citerai pas, qui me disent et qui prononcent le mot « ouais, nous sommes rentrés dans un nettoyage du secteur ». C'est pas joli comme expression, mais... Ouais, en effet. Nabil, je pense que tu es d'accord avec ça. Effectivement, on a beaucoup de gens qui viennent vers nous pour des sessions parce qu'ils sont en grande difficulté. Alors, le point commun des gens qui viennent nous voir sont souvent les mêmes. C'est que, comme on le disait juste avant, des autodidactes, de gens qui avaient le rêve d'ouvrir un établissement de restauration, qui ont fait 10-15 ans dans différents métiers, comptables ou autres, et qui arrivent et qui se rendent compte de la réalité très rapidement, de la difficulté. C'est un métier quand même, c'est quand même un des rares métiers, il faut quand même le noter, où on n'a pas besoin de qualification pour ouvrir un restaurant. Si je veux ouvrir une boucherie, il faut avoir au minimum son CAP de boucher. Coiffeur, c'est la même donne. En restauration, monsieur, madame, tout le monde peut ouvrir avec un stage de 2 jours qui s'appelle le permis d'exploitation. Donc, qui vaut ce qu'il vaut, on s'entend, mais il y a peut-être des sujets à se poser à ce niveau-là, c'est une certitude. C'est-à-dire que ce que j'ai appris il y a 20 ans, c'est pas le même niveau d'exigence aujourd'hui. On a des outils qui sont performants, on a aussi des restaurateurs qui le sont d'autant plus.
Il y a des sorties d'école de commerce qui est effectivement une vision différente. Et si on ne s'adapte pas, bah, c'est assez clair, on meurt, tout simplement. Ouais, je suis d'accord. Après, je pense qu'en tant que restaurateur, en fait, on peut être dans une position où on se pose beaucoup de questions en se disant est-ce que je suis dans la bonne direction? Aujourd'hui, on ne sait pas trop quoi choisir entre un restaurant de service en salle avec peut-être un service un peu haut de gamme ou alors de partir sur du fast-food avec des prix très abordables parce qu'aujourd'hui, on voit quand même que les consommateurs cherchent vraiment du prix mais en même temps de la qualité. Donc c'est vrai que c'est assez difficile de choisir. Je ne sais pas dans quelle direction vous pensez dans laquelle il faut aller. On voit en ce moment, par exemple, le phénomène de la box à 10 euros, les restos du peuple. Justement, alors, est-ce que ça, pour vous, c'est une bonne idée? C'est en sachant que, voilà, avec l'inflation, on en parlait, de faire des box à 10 euros qui sont composées en général de deux burgers, des frites, une boisson. Quand on voit le prix des matières premières, qu'est-ce que vous pensez justement de cette fameuse box qui a buzzé sur les réseaux sociaux? Moi, j'aurais tendance à dire que toutes les idées sont bonnes aujourd'hui. Le tout est d'être très agile aujourd'hui. Ceux qui s'endorment vont disparaître. On ne peut pas se permettre de s'endormir à la vitesse à laquelle évolue le consommateur et à laquelle évolue le modèle économique. Donc, la box à 10 euros, très bien. Moi, je parle très souvent de l'attaque qui a été menée par McDo, Burger King, Quick et KFC de ce fameux menu à 5 euros avec 4 items. Il faut savoir que, pour en avoir discuté avec eux, je leur ai dit, j'espère que ce menu à 5 euros ne va pas passer la barre des 30% de taux de prise, parce que tes franchisés, ils vont en subir les conséquences en termes de marge. Parce que 4 items, 5 euros, c'est quasiment imbattable, même en restauration d'entreprise qui est franchement très très faible. Et pour l'instant, ils me disent que ça pèse 25, 26, 27%. Mais ça a relancé les fréquentations de manière extraordinaire. Mais moi, je mets en garde les restaurateurs, ne jouez pas à ce jeu-là avec eux, parce que la guerre des prix peut entraîner encore plus de défaillances. Il faut avoir les reins solides pour jouer à ça. On ne peut pas se permettre, quand on est tout petit dans son coin, le kebab du coin ou le fast-food du coin, de jouer à ça. On ne peut pas. Donc j'aurais tendance à dire, faisons le job, mettons du goût dans ce qu'on vend, vendons-le à un prix raisonnable, quitte à avoir une marge un peu plus petite, mais faisons des volumes, vendons au prix qu'il faut. Ne bradons pas la qualité, Exactement. Parce qu'aujourd'hui, moi, la question que je me pose, c'est ça. C'est aujourd'hui, on voit beaucoup de restaurateurs qui font des box à 10 euros. Est-ce que réellement, ils gagnent de l'argent en mettant deux burgers, des frites, des boissons, 4 tenders? Franchement, Nabil, toi qui connais bien le marché, t'en penses quoi? Est-ce que réellement, ils gagnent de l'argent à ce niveau-là? Bah, clairement, après, ça dépend de chacune des enseignes qui le font ou de l'indépendant, mais les marges sont dégradées quand on le fait. Alors, ce qu'il faut bien faire comprendre aux consommateurs, c'est que, parce qu'on le voit assez clairement sur certains commentaires, il faut expliquer le prix d'un produit. Comment c'est constitué et comment est constitué un compte d'exploitation dans un restaurant, somme toute classique de restauration rapide. On part du principe que quand un client va dépenser 10 euros, on ne va pas parler de la TVA, on la met de côté pour l'instant, mais on synthétise, on a grosso modo 3 euros qui sont consacrés à l'achat des matières premières, marchandises, emballage et autres. On a entre 2,50 € et 3 euros qui sont consacrés aux frais de personnel. En fonction des établissements, entre 5 et 10%, donc entre 0,5 et 1 euro qui sont consacrés au loyer. Certains ont des amortissements, on estime le même coût. On a les frais généraux dans un établissement. Qu'est-ce que c'est les frais généraux? L'assurance, l'électricité, le gaz, le téléphone, ainsi de suite, entre 12 et 15%. Donc entre 1,20 € et 1,50 €. Le consommateur, quand il voit cette box à 10 euros, dit mais pourquoi on me le vendait 15 euros il y a 3 semaines? C'est la difficulté d'intégration. Pourquoi on me vendait ça à 15 euros, aujourd'hui à 10 euros? On m'a volé. C'est ce que se dit le consommateur. Exactement. C'est ce que se dit le consommateur. Et là, en fait, il faut expliquer qu'en fait, le restaurateur ne fait que dégrader sa marge et se met potentiellement en difficulté, comme c'était dit juste avant, en cas de coup dur, parce que la trésorerie prend un coup. Alors, c'est clair. Et si demain, des grands groupes de restauration qui ont été cités, ou même des enseignes de fast-food un peu costauds, commencent à serrer la vis d'un tour supplémentaire, le restaurateur indépendant, il tombe. C'est une certitude et potentiellement des défaillances supplémentaires. Ce qu'on a l'impression de voir, c'est, ça a été dit juste avant, un nettoyage du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un centre co, puisqu'on a fait une visio il y a un certain temps, on ne voit quasiment plus que des chaînes de restaurants. Il n'y a plus d'indépendants.
Il y a une raison à ça. Alors, ça a été le cas il y a un certain nombre d'années où on avait la grosse arrivée des chaînes, parce que ça rassure le client, parce qu'il y a un sujet hygiène alimentaire qui est en place. Mais aujourd'hui, on le voit plus comme un nettoyage du marché. On dit, bah, les indépendants, en tout cas en fast-food, ont tendance à disparaître. En indépendant, d'autant plus. Et ce qui sort du marché aujourd'hui, ce sont des petits groupes de restaurants. Un restaurant à table, par exemple, des restaurateurs qui vont avoir une dizaine d'établissements et qui sont capables d'aller racheter le voisin s'il est en difficulté. Et ça, c'est la tendance marché aujourd'hui. Donc, les box à 10 euros, je dis pas non. Je dis il faut être très vigilant quand on la met en place. Et je rajouterais que ces attaques à bas prix, à marge dégradée, moi je dis à ces acteurs-là, comment tu vas faire demain pour remonter? C'est Tu ça peux le pas truc, remonter. exactement. T'habitues ton consommateur à avoir un excellent rapport qualité-quantité-prix, très bien, mais le jour où tu vas remonter, il va pas suivre. Oui, c'est ça en fait, je pense, le vrai danger. Ouais. Et alors, bon, c'est vrai que les box à 10 euros, on les a surtout vus sur les indépendants, chez les indépendants. Alors, en ce moment, on est dans la tendance de la franchise. Tout le monde parle des franchises comme un succès garanti. Alors, justement, en parlant de franchise, est-ce que pour vous, la franchise est la voie du succès garanti ou, euh, ou pas? Pour moi, la franchise, c'est le mode de développement, d'accélération le meilleur de développement. Mais la franchise, ça garantit absolument pas le succès parce que dans la franchise, on peut faire deux erreurs fondamentales. La première, c'est se tromper d'emplacement. Deux, se tromper de profil de franchisé. Et quand tu te trompes sur les deux, c'est catastrophique. Aujourd'hui, il y a des réseaux qui sont je pourrais dire, qui passent leur temps au tribunal avec des franchisés qui les attaquent parce que sur l'étude de marché, il y avait marqué tu feras 1 200 000 euros et en fin de compte, j'ouvre et je fais 800 000. Et ben, on attaque en justice. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de franchisés qui ne sont pas contents, de certains franchiseurs sur l'échange, parce que je paye des royalties en échange, je veux une aide, un accompagnement, et je n'ai pas toujours cette aide, cet accompagnement. Et des franchisés qui ne sont pas aussi contents de la validation de l'emplacement qu'a fait le franchiseur. Donc le franchiseur a une grosse responsabilité. Hein. Il a du boulot en échange de ses royalties. Il ne faut pas juste encaisser les royalties et rester dans ses bureaux. Il se doit d'assister son franchisé en permanence sur la gestion, sur le marketing, sur la communication, parce que son intérêt au franchiseur, c'est qu'il développe son chiffre d'affaires. J'ai rencontré un jour le président de Kaidi, qui est une marque qui n'a rien à voir avec la restauration, de fringues pour enfants, qui m'a dit une phrase, moi, qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit le succès, la force d'un réseau est égale à la résistance de son maillon le plus faible. Je n'avais pas compris. Je me suis mis dans ma voiture. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il m'a dit, lui? Et en fin de compte, j'ai compris. Il voulait juste me dire que le franchiseur doit s'occuper des petits et de les remonter dans le peloton. Plutôt que de dire au plus gros chiffre d'affaires, toi, t'es le meilleur. Non, on va chercher les petits, tout ça. Et on les aide. Et il faut qu'on monte leur chiffre d'affaires. Et ça, c'est le boulot du franchiseur. Ouais, je suis d'accord. Bon, après, toi, t'en connais un rayon, Nabil. La Ah, franchise, moi, je pense qu'il n'y a plus de mystère pour je vais toi. pas aller à contre-carré de ce que je fais au quotidien. Pourquoi le choix de la franchise pour moi? Bah, on va prendre cet exemple-là. C'est que moi, je pars du principe que la gestion marketing, bah, je sais pas mon boulot, je sais pas le faire correctement. Moi, mon boulot, c'est de l'opérationnel pur. Donc, en payant des royalties et différentes redevances, bah, je mets entre les mains ces sujets que je ne maîtrise pas ou que je ne maîtrise pas correctement, entre les mains d'un professionnel. Alors, par contre, effectivement, là où il y a souvent sujet avec les enseignes, c'est l'emplacement. L'emplacement et l'étude de marché sont les deux sujets qui ont été soulevés juste avant. Maintenant, partons du principe que le marché a quand même évolué particulièrement ces 5 dernières années, sortie de Covid. Et même sur un emplacement numéro 2, quand on a un bon opérateur, on arrive à bosser. Mais si on reste concentré que sur du numéro 1, effectivement, est-ce qu'il y a assez de place pour tous les acteurs du marché pour être sur des numéros 1? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Et il faut pas se mentir, les loyers augmentent, les mastodontes arrivent et cassent le marché en termes de prix d'achat. Donc, il vaut mieux viser un bon opérateur avec une enseigne de taille moyenne, 40, 60 points de vente. C'est pas le succès garanti, mais par contre, on peut très bien se débrouiller si on est présent. Après, je reste quand même persuadé que le modèle franchisé exploitant est le plus judicieux. Le franchisé investisseur, il peut être bon, mais il faut qu'il reste dans sa zone de travail et qu'il n'aille pas toute France comme ça a été le cas pour certains. Et quand on a de très bons franchisés de grandes enseignes de burgers
qui sont sur une zone géographique dédiée et qui maîtrisent bien leur territoire. Parce que l'important, c'est vraiment de connaître son territoire. Et, Je me rappelle, il y a 8-10 ans, quand les gars et les filles des grandes écoles de commerce se sont lancés dans la restauration, la plupart m'ont dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Ils m'ont dit, tu vas nous accompagner dans notre développement, mais il y a une chose que tu dis qu'on ne va pas appliquer, c'est qu'il faut se mettre sur un top emplacement. Et je leur ai dit, pourquoi tu me dis ça? Ils me disent, écoute, il y a un problème, les top emplacements coûtent une fortune, le fonds de commerce coûte une fortune, le loyer coûte une fortune. Ça va nous obliger à avoir un niveau d'activité qui va nous mettre le couteau sur la gorge. Je lui dis donc, et ils me disent, on va se mettre sur un emplacement de deuxième ou troisième catégorie, mon fonds de commerce va être plus bas, mon loyer va être plus bas, mon seuil de rentabilité va être plus bas. OK, mais ils me disent, t'inquiète pas, si nous sommes vraiment très très bons et d'excellents communicants, les gens viendront nous chercher quel que soit l'endroit où on est. Et ils ont réussi. Donc la théorie de l'emplacement, moi je la remets en cause de plus en plus. Si on est vraiment très très bon, on peut se mettre sur un emplacement de deuxième, voire troisième catégorie. Les gens viendront te chercher là où tu es. justement, c'était la question que j'allais vous poser, parce qu'on entend effectivement beaucoup parler de l'emplacement. Et moi, j'allais vous demander, en fait, pour vous, c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est un bon emplacement ou un bon concept, ou les deux? Parce qu'après, on entend souvent que on peut avoir un super emplacement, mais si on n'a pas le bon concept dans le bon emplacement, ça peut ne pas fonctionner. C'est quoi justement le choix judicieux là-dessus? Alors, je dirais presque qu'il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Il y en a plus. C'est plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir un top emplacement avec un concept moyen et le raisonnement qui a été donné juste avant. Aujourd'hui, on est sur des concepts euh, de destination et plus de passage. Et ça fait la différence. Alors oui, quand on a un concept moyen dans un top emplacement, on va avoir un minimum de chiffre d'affaires. Mais aujourd'hui, l'important, c'est d'être un concept qui fait déplacer les foules. On est un concept de destination. Après, il y a pléthore de concepts de chaînes de restaurants qui sont pas dans la destination, mais dans le, le pratique, disons comme ça. Et là, il faut effectivement du top emplacement. Mais sur un concept où on peut être de la destination, l'emplacement n'est pas primordial. Par contre, il faut effectivement du marketing, du marketing, du marketing. Il est quasiment plus important aujourd'hui que l'emplacement. Ça, je suis d'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi aussi, je pense que le marketing, c'est l'une des choses les plus importantes. On peut avoir un super emplacement, un super concept. S'il n'y a pas de marketing, ça fonctionnera, Jamais. Ça ne pas. fonctionnera jamais. Mais je vais citer deux exemples complètement opposés par rapport à ta question qui est est-ce que c'est l'emplacement, est-ce que c'est le concept. Pizza Pino des Champs-Élysées était sur un top emplacement, il n'y a pas mieux, avec un concept très moyen. Il faisait un très gros carton. Nos amis de Big Mama font des gros cartons avec un top concept sur des emplacements qui sont très moyens. Les deux réussissent. Donc, j'aurais tendance à dire, comme tu l'as dit, que si on va sur des tops, alors les tops, il en existe quasiment pas où ils coûtent une fortune. Si on va sur un emplacement de deuxième, troisième catégorie, oui, il faut un marketing extrêmement affûté, très puissant, être un excellent communicant en permanence. Moi, il y a des gens qui me disent, j'ai balancé ça sur les réseaux sociaux depuis un mois, il se passe rien. Je lui dis, mais c'est pas depuis un mois, c'est tous les jours, sans arrêt, sans arrêt. Il faut répéter sans arrêt. C'est le seul moyen aujourd'hui de sortir la tête de l'eau. Donc oui, un marketing de l'extrême, un marketing incroyable, être super communicant en permanence. C'est le seul moyen d'exister en top of mind des consommateurs qui, rappelons-le quand même, ont pléthore d'offres. Ils n'ont pas que nous. Et c'est ça que les restaurateurs doivent comprendre. On n'est pas les seuls dans la ville. Il y en a plein. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'il va venir plus souvent chez moi que chez l'autre? C'est ça l'enjeu. Donc, à part la communication, je ne vois pas. Je suis complètement d'accord. Par exemple, on voit en ce moment un succès d'un type de restauration là, qui a explosé. C'est le Krusty. Alors le Krusty, alors justement, sur des emplacements, parce qu'on parlait des emplacements assez populaires, on a vu par exemple Tasty Krusty, Krusty One ou Krusty Sabaidi. Et pour vous justement, parce que c'est vrai qu'on entend, parce qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est en train d'exploser sur TikTok, Instagram. Est-ce que vous pensez que c'est un effet de mode ou alors vraiment un vrai segment solide, comme par exemple le tacos et le burger, ou alors c'est une tendance qui va peut-être passer. Alors, je mettrais le tacos et le burger à côté, mais par contre, le crousty a toutes ses chances de se pérenniser. Pourquoi? Parce que dans l'histoire, on a eu des salades composées, après on a eu les pokés, et maintenant on a les croustilles. Mais tout ça, ce sont des bols. Et tout ce qui est bol avec une mixture d'ingrédients, etc., chaud ou froid, ou les deux d'ailleurs,
Je vois pas où est le problème. Les gens, ils adorent ça. Donc le crousti, à mon avis, a de beaux jours devant lui. J'ai pas de souci pour le crousti. J'ai plus de soucis maintenant pour la salade César qui commence à devenir un peu has-been, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu en penses de ce fameux croustille, Nabil? Je dirais que si on reprend les 15-20 dernières années, le nombre de tendances qui ont émergé et qui ont pérennisé, il n'y en a pas autant que ça en fait. Non. Il y en a très peu. Il y a les enseignes qui ont grandi dans ces dernières années, c'est un produit qui existait déjà, qui a été modifié, changé, amélioré, meilleur marketing, meilleure communication. Autre. Il y a très peu de produits effectivement en restauration qui ont émergé. Peut-être on a affaire à un produit supplémentaire qui émerge là et qui va pérenniser. Maintenant, de là à penser que on peut faire une enseigne seulement autour de ce produit, il faut encore un peu de temps pour l'affirmer, je pense. Ça peut être un produit supplémentaire sur une carte d'enseigne qui fait autre chose, un peu à l'instar de Krusty Sabaidi, où effectivement il y a une carte assez large et pas monoproduit. Ça a un intérêt. Mais il y a encore quelques mois à passer avant de se prononcer sur le sujet. Toi, tu crois un peu moins au monoproduit croustille 100%. Bah, surtout qu'on a quand même affaire à un monoproduit avec, à date en tout cas, très peu de diversité annexe à la carte. C'est un monoproduit pur et dur, comme on le faisait, comme l'a fait McDo à ses débuts. Donc c'est quand même culotté de penser que ça pourrait durer. Mais le marché évolue tellement vite que pourquoi pas. Moi, je pense que le crousti va durer parce qu'il n'est pas un nouveau produit. Je te rappelle les 4 produits les plus consommés en France, sandwich, burger et pizza. En 4e position, on a la catégorie qu'on appelle les salades, les bols et les pokés. Donc crousti rentre dans la Dans cette 4e catégorie. catégorie. Donc il va continuer parce qu'il est sur une forme que les consommateurs adorent, qui est le bol, dans lequel on met plein de choses, chaud, froid ou les deux. Et de ce côté-là, je pense que ça va se pérenniser. Et puis en plus, c'est consistant quand même. Un, C'est ce que j'allais un dire. croustille par rapport à une salade César où effectivement ça peut être léger, surtout si on est léger sur la protéine. Bref, le croustille est assez consistant et des acteurs qui sont sur le croustille me disent, des gens, ce qui nous pose un problème d'ailleurs, prennent un item et demi, ils prennent un croustille et une boisson, mais on ne prend pas un croustille plus un dessert, ça commence à faire beaucoup. Je trouve que c'est vraiment l'avantage du croustille. Pour en avoir goûté, franchement, c'est bon. Après, en fait, de toute façon, le riz en sauce avec de la viande, franchement, ça fonctionne. Mm. Et on mangeait même ça à la maison petit. Donc, c'est vrai que le fait que ce soit consistant, qu'il y ait du riz, de la protéine, parce que c'est pas cher, hein. On est sur les prix, je crois, de 10 euros. On a une grosse barquette. Donc, ça répond surtout à une clientèle assez jeune où ils se disent bah, j'en ai pour mon argent, 10 euros, j'ai une grosse barquette, j'ai des tenders. En plus, il y a une sauce assez sucrée, donc ça rend un peu aussi addictif. Donc c'est vrai que je pense aussi que ça peut perdurer et cartonner. Bon, après, je comprends aussi ce que dit Nabil, c'est d'être sur un monoproduit. Et au bout d'un moment, peut-être les gens peuvent se lasser parce qu'au final, quand tu vas dans un restaurant qui ne fait que du crousti, peut-être que si tu vas une fois, deux fois, trois fois par semaine, au bout d'un moment, tu peux te lasser s'il n'y a pas d'autres choix de plats. Mais tu citais tout à l'heure Crousty Sabaïdi, qu'on connaît bien dans la région bordelaise. Ils ont des croustilles, mais pas que. Ils ont Exactement. d'autres choses. Le crousty pèse, oui, plus de 40-45% de taux de prise, parce que c'est quand même leur cœur de concept, mais heureusement qu'ils ont des alternatives au crousty. Je ne crois pas au monoproduit pur et dur. Et d'ailleurs, McDo nous l'a montré dans les années 2000 en élargissant un maximum sa gamme autour du burger, sans perdre son âme de burger. Il ne faut pas perdre son âme. Donc il faut que les croustilles ne perdent pas leur âme. Mais qu'à un moment donné, qu'ils puissent élargir Oui. leur Pour carte donner marché. des alternatives aux gens qui aiment l'enseigne, mais qui n'ont pas envie de manger un croustille 3 fois par semaine. D'accord. Donc après, il faut peut-être par la suite développer peut-être sa carte du coup. Tout à fait. Ok. Et alors, on parle aussi beaucoup de chiffre d'affaires. Je rencontre beaucoup de restaurateurs qui me disent, par exemple, moi, je fais 10 000 euros par semaine, je suis bien. Et justement, le truc aussi, c'est que je pense qu'il faut pas confondre chiffre d'affaires et bénéfice. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui pensent que faire effectivement 10 000, 15 000 euros par semaine ou 50 000 euros par mois fait qu'effectivement leur activité tourne très bien. J'aimerais bien justement avoir votre avis là-dessus sur le chiffre d'affaires et le bénéfice et les erreurs à ne pas commettre. Enfin, moi, très très court, et après je te passerai la parole, Nabil. Moi, je pense que le plus important, l'objectif le plus important d'une entreprise, c'est pas de faire du chiffre d'affaires, c'est de faire de la rentabilité.
Et moi, j'ai beaucoup d'acteurs avec qui on a travaillé qui faisaient 100 de chiffre d'affaires et ils n'étaient pas très, très rentables. On leur a fait faire 60 de chiffre d'affaires et là, ils gagnent de l'argent. Donc la manœuvre la plus importante, c'est sur la rentabilité, c'est pas sur le chiffre d'affaires. Il vaut mieux des fois faire moins de chiffre d'affaires rentable que beaucoup de chiffre d'affaires avec du personnel dont on a besoin, qui a un gros turnover, et on ne s'en sort pas en rentabilité. Il faut manœuvrer sur la rentabilité et non pas sur le chiffre d'affaires. Faire des gros chiffres d'affaires, c'est bien, mais s'il n'y a rien en bas de page en fin d'année, ça n'a pas vraiment d'intérêt. On va reprendre le calcul qu'on a fait tout à l'heure. Pour 100, 30% de matières premières en restauration rapide. Sur la restauration à table, servi frais, on est sur des ratios un peu plus petits. Entre 25 et 30% de coûts de personnel, 12% de frais de gestion, 12 et 15. Moi, je suis un peu à l'ancienne. Je dirais qu'on essaie d'aller sur le 5-7% sur le loyer, rarement plus. C'est plus compliqué aujourd'hui qu'il y a un certain temps. 5-7% d'amortissement. Voilà. Dans le meilleur des mondes, un restaurateur, quand il est bon et présent, il a 15 points en bas de page. Ok, attention, j'entends en bas de page, en EBE, excédent brut d'exploitation. Donc il faut bien l'intégrer. C'est pas ce qu'on a dans notre poche. Ça, c'est quand il est bon. Quand il est moyen, parce que ça a vrillé sur le personnel, ça a vrillé sur la marchandise, il va être entre 8 et 12. Ok. Et quand ça vrille beaucoup, et souvent, ça, c'est quand on n'est pas sur ces établissements, pas très présent, on est entre -5 et +5. Voilà. Faut pas penser qu'un établissement qui fait du chiffre d'affaires est un établissement rentable, c'est pas vrai. Il faut bien se mettre, c'est pas forcément vrai. Maintenant, faut bien comprendre que quand on est une succursale et que un succursaliste et que j'ai 100 établissements, j'ai peut-être un tiers de mon parc qui surperforme, un tiers de mon parc qui est à l'équilibre. Je vais pas dire un tiers du parc en difficulté, ça serait pas vrai, mais un certain nombre d'établissements qui sont dans le rouge. Mais ça s'équilibre quand on fait ses comptes. Et ça, c'est une réalité. Il y a des fois où on a un intérêt à être installé, je dis des bêtises, mais dans un centre commercial où il n'y a pas forcément une attractivité forte, où on n'a pas forcément une super rentabilité parce que le loyer est élevé, mais l'image est importante. Donc on en revient à ce qu'on disait, la partie image et marketing est tout aussi importante. Mais ça, c'est quand on raisonne groupe. Quand on est indépendant, on a des points de vigilance qui ne sont pas les mêmes. Tout à fait. Et justement, je pense que tout ça aussi est lié à un marché ultra concurrentiel. Aujourd'hui, pour réussir en tant que restaurateur, pour vous, quelles seraient les choses à faire pour, euh, pour réussir en fait à cartonner dans ce marché justement ultra concurrentiel, les choses à faire peut-être ou à ne pas faire? Alors déjà, moi, je dis aux restaurateurs d'aller voir ce qui se passe dehors. Parce qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui restent dans leur boutique et qui ne vont pas voir ce qui se passe dehors. Parce que je leur dis, il se passe beaucoup de choses dehors. Quand tu vois qu'aujourd'hui, le leader du déjeuner des actifs en France, c'est la boulangerie du coin. Là où il y a à 13 heures la queue, que tu sois en milieu rural ou que tu sois en centre-ville, c'est à la boulange du coin. Alors des restaurateurs me disent, ah bon, les Français, donc ils mangent des sandwichs. Je leur réponds, ça fait longtemps que tu n'as pas été dans une boulangerie, quoi. Ils vendent des lasagnes, ils vendent des quiches à haut-bord avec des salades composées, ils vendent des pizzas et j'en passe et des meilleurs. Si ça s'appelle pas faire de la restauration, je ne sais pas ce que c'est de la restauration. Donc, allons voir ce qui se passe ailleurs. Et je ne parle pas des Anges, des Marie Blachère, enfin bon, bref. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de faire quelque chose de différent sous notre toit. Ne faisons pas comme les autres. Moi, je vois beaucoup de restaurateurs qui disent ah bah le burger ça marche, allez je me lance dans le burger. Non, on va pas dans le burger, c'est un marché qui est saturé, il y a des mastodontes, il y a des leaders, va pas t'embêter. Essaye de faire quelque chose d'innovant, de nouveau, quelque chose qui peut intéresser le consommateur aujourd'hui, mais se différencier. Voilà, il faut qu'on se différencie par quelque chose. Alors, c'est ce que j'appelle, je sais pas, un produit signature, une référence signature, une façon d'être en salle, une amabilité particulière. Enfin, bref, quelle est notre différence? Si on n'a pas de différence, ça va être compliqué de survivre. Donc, être différent, Ouais. c'est un point qui est Ouais, très très ouais. très important. Et d'ailleurs, alors, donc différence, je pense qu'effectivement, c'est un point qui est important. Après, on revient, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. On a vu Squeezie qui a sorti très récemment sa nouvelle boisson. Donc Squeezie, numéro 1 YouTuber en France. Et MrBeast aussi, qui avait sorti
sa barre chocolatée, qui est le plus grand youtubeur du monde, si je ne me trompe pas. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les consommateurs sont plus influencés par les influenceurs? Parce qu'on voit aussi des marques qui sont présentes dans la grande distribution, mais là, le carton que rencontrent ces marques-là, il y a aussi Pepe Chicken par Fast Food Cuisine, qui cartonne aussi, qui fait aussi partie justement des réseaux sociaux, de YouTube en particulier. Donc moi, la question que je me pose, c'est ça, c'est aujourd'hui, est-ce que le mode de consommation est vraiment centré sur toute cette partie d'influence de réseaux sociaux, de YouTubeurs, plus que le business qui se passe dans les grandes surfaces et les... Alors, les influenceurs et les youtubeurs, donc sur les réseaux sociaux, euh, marquent une certaine génération de consommateurs qui, allez, ont plutôt moins de 35 ans. Or, les plus gros consommateurs de restauration ont plutôt entre 40 et 55 ans aujourd'hui. Donc, les réseaux sociaux ne s'adressent pas à cette deuxième génération, enfin, ou s'adressent beaucoup moins à cette génération. Mais je rajouterais que c'est normal que la boisson de Squeezie cartonne, parce que par les réseaux sociaux, il s'adresse à ce que nous on appelle la Gen Z élargie, les moins de 30-35 ans. En revanche, Coca n'a pas besoin de passer par les réseaux sociaux avec la notoriété qu'il a. Lui, il passe par les réseaux classiques, la télé, prime time, 20h, et ça lui coûte beaucoup plus cher d'ailleurs que ce qu'a fait Squeezie. Mais il y a encore des canaux dans ce virage générationnel dont je parlais tout à l'heure qui sont pas prêts de tomber. La télévision, elle est encore là pour beaucoup de marques d'ailleurs, que ce soit des voitures, de la food, etc. Mais il y a les réseaux sociaux qui s'installent avec cette génération qui évolue et qui ne vieillit que d'un an tous les ans. Donc ce virage générationnel, j'insiste beaucoup dessus, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Donc oui pour les réseaux sociaux, pour une certaine clientèle. Oui pour le prime time de 20h, pour une autre clientèle. D'accord. Parce que la Gen Z élargie ne regarde pas le prime time à 20h. Je suis C'est ça le d'accord. truc. Je suis d'accord, c'est une très très bonne analyse. Ok, bah, je suis complètement d'accord avec toi. Pour les restaurateurs qui sont en perte de vitesse ou tout simplement des personnes qui souhaiteraient se lancer dans la restauration, quels conseils vous pourriez leur donner justement? Bah, on va, pour ces fameux restaurateurs qui veulent, enfin, ces futurs restaurateurs qui veulent se lancer, pour leur conseiller déjà de définir leur choix, restauration indépendante ou chaînée. Une fois que ça s'est fait, bah, de ne pas se précipiter dans le projet. Prendre le temps de réfléchir, d'analyser sa zone, de bien réfléchir le projet. Et puis de ne pas hésiter à s'entourer. Souvent, il y a énormément de cabines conseils aujourd'hui qui peuvent permettre d'analyser correctement des zones, de travailler des cartes de faire le bon choix. Ne pas partir seul dans l'aventure, c'est le plus important, je pense. Moi, je dirais que les deux points de vigilance, et ça rejoint un peu ce que disait Nabil, c'est que moi je dis faites gaffe aux deux lignes du compte de résultat qu'on appelle le prime cost, les frais de personnel et la matière, parce que c'est ça qui pèse le plus lourd. Prime cost, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas monter une carte ou un menu board sur un coin de table. C'est une opération chirurgicale, un menu board en termes de produits, en termes de pricing, idem pour une carte. Et le deuxième point de vigilance, c'est au niveau du personnel. On m'a dit depuis très très longtemps, le turnover dans la restauration coûte une fortune. C'est vrai. En plus, c'est un facteur d'insatisfaction du client qui voit des têtes changer tous les jours. Et ça, c'est pas bon non plus. Donc ça veut dire qu'il faut se mettre à manager, à garder les équipiers, à les chouchouter, à s'en occuper. Moi j'aime bien les restaurateurs qui ont une double obsession, qui est mon équipe et mes clients. J'en vois d'autres, par contre, qui ont une obsession que du bas de ligne. C'est bien le bas de ligne, hein, on l'a dit tout à l'heure, mais le bas de ligne passera par mes clients et mon équipe. Il n'y a pas d'autre solution. Nabil, alors toi tu es cofondateur de Pick My Snack, donc on accompagne des restaurants justement qui sont en transformation. Quel point en commun tu retrouves chez tous ces restaurateurs? Alors, ces restaurateurs ont ce point commun d'un besoin d'accompagnement, donc d'une ligne conductrice pour accompagner leur projet dans de meilleures conditions. C'est très souvent ça, parce que on a affaire dans certains cas à des restaurateurs avertis, mais qui sont dans leur coin depuis un certain temps et qui ont besoin d'un œil nouveau sur certains sujets, sur le marketing, sur la remise en place en cuisine, des points de vigilance, comme on l'a dit tout à l'heure, où les fiches techniques n'ont pas été travaillées depuis des années. Parfois le pricing qui est pas adéquat. Donc c'est surtout de l'accompagnement qu'on voit et du besoin d'écoute.
C'est grandement. Alors, c'est assez étonnant parce que on aurait pensé quand on l'a confondé, qu'on allait avoir affaire à des gens peut-être moins aguerris, mais c'est pas le cas en fait aujourd'hui. On se retrouve avec tout type de profil et c'est assez intéressant de voir comment évolue le projet. Très bien. Ben, écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était comme d'habitude très enrichissant. Je rappelle en tout cas, pour toute personne qui souhaite ouvrir un restaurant, si vous voulez prendre le moins de risques possible, la boîte à outils de Bernard Boutboul, disponible sur Amazon ou... À la Fnac, sur Amazon, enfin partout. Super. Et ben voilà. Et ben, en tout cas, merci à vous. Et ben, je vous dis à très bientôt pour un futur podcast.